Ouais. Excusez-nous, on s'installe. Ok. Donc, Eh ben, le Rocambole faisait partie des discothèques. Et puis un jour, comme j'habite à côté, ouais. J'y suis allé. D'accord. Ouais. C'était avant de bosser, donc ça. Vous aviez déjà été contacté par Jean-Pierre ou le. Ah non, d'accord. J'y suis allé comme ça. Comme client, quoi. Ouais. D'accord. Puis alors je suis arrivé, et puis je vois un mec qui s'appelle Nono, qui faisait comment ça s'appelle, un numéro de patin à roulette sur une petite piste. Oh, il me dit François, je connaissais, il me connaissait, on se connaissait. D'accord. Ouais. Hein il me dit qu'est-ce que tu fais? Je dis je suis magicien, tu sais bien. Ah oui, il me dit c'est con, tu n'as pas autre chose? Je dis si, je fais des trucs sanglants. Écoute, tu veux qu'on essaye? Alors on a essayé, il m'a donné une date. Et puis je me suis plus sorti du Rocambole. D'accord. Alors c'est là que j'ai monté vraiment des numéros beaucoup plus élaborés. Ouais. Alors il y avait un numéro sur la drogue, un numéro sur les suicides, un numéro, je ne sais plus, sur la médecine parallèle. Voilà. Puis il est arrivé les guérisseurs philippins qui prétendaient opérer des cancers, etc. Hein. Ils extirpaient de la viande. J'ai donc dénoncé ces gens-là. Et puis j'ai monté un numéro d'horreur, de chirurgie à main nue, parce qu'au début j'ai fait des conférences pour expliquer que c'était du bidon, que c'était de l'arnaque, c'était horrible de faire ça. Les gens ils s'en foutaient complètement. Ah moi, vous voulez bien. Alors j'ai monté un numéro loufoque. De professeur fou avec des cheveux comme ça, je vomissais du sang sur la scène parce que j'étais professeur en chirurgie, mais j'étais plus malade que les malades. Et donc j'opérais les mecs. Et puis après le spectacle, je restais, j'arrachais un œil par-ci, un morceau de foie par-là, dans le public, à table, les mecs étaient en train de manger. J'arrachais un œil, je le foutais dans l'assiette. Mais ça a tellement plu que. Voilà. Ça m'étonne pas que ça. Je me rappelle avoir contacté un restaurant qui s'appelait les 4 Marches, qui était dans le 8e ou je sais pas où. D'accord. Et je leur dis, vous savez, j'ai un numéro qui marche terriblement au Rocambole. Et ils disent, oui, on connaît le Rocambole. Oui, vas-y, je fais un numéro, je passe tout le temps. Hein. Quand j'étais pas en tournée, j'étais au Rocambole. Et je lui dis, je viens vous le proposer. Le mec, c'était des Grecs, je crois. Il me dit, non, mais il dit, ça va pas. Les gens sont en train de manger des petits plats vachement élaborés. Puis vous allez venir arracher un œil, opérer les mecs et tout. Je dis, essayez quand même. Voilà, il voulait pas. Hein. C'est un restaurant uniquement. C'est un restaurant, il faisait un restaurant spectacle. Ah ouais. Mais pas boire. Puis un jour, je ne sais pas ce qu'il a eu, il a voulu essayer, il s'en est plus sorti. Il voulait que je travaille 3 jours, j'ai travaillé 3 mois. Tous les soirs. Parce que le public marchait à fond. À fond. Il y a le sang giclé de partout. Et ça leur coupait pas l'appétit, donc apparemment, ça leur coupait pas l'appétit. Pas du tout, non, ils se marraient, parce qu'au départ, ils savaient que c'était un truc un peu pour s'amuser, que c'était. Mais enfin, bon, des fois, c'était dégueulasse. Ah ouais, franchement. D'accord. Et donc, au Rocambole. On glissait dans les flaques de sang et tout. Hein. Non, c'est horrible. Et donc, au Rocambole, vous avez fait ça combien de temps en fait? De quelle année en quelle année? Des années. Quand j'étais en tournée, bon, il n'y a plus de Rocambole, mais dès que je venais, si j'avais 4 ou 5 jours de libre, je téléphonais au Rocambole. Ah ouais, viens. D'accord. Voilà, c'était juste des années, j'ai travaillé. Plus de 5 ans, je pense? Ah oui, plus de 5 ans. 10 ans, pas plus, puisque donc ça dure à peu près 10 ans. Non, 7-8 ans. Ouais, 7-8 ans, oui, c'est déjà bien. Mais vous vous méfiez quand même de Paulin un petit peu. Hein, Paulin était inquiétant. Oui, il était inquiétant quand même. Il était inquiétant comme mec. Parce qu'il racontait des histoires pas très claires. Et si on approfondissait un peu, on se rendait compte que c'était vrai ce qu'il racontait. Ah bon? Oui, quand il nous a dit « je travaille au Paradis Latin », personne ne l'a cru. Ah bon? Et puis il travaillait vraiment au Paradis Latin. Mais il avait quelque chose dans son comportement qui était très inquiétant. D'accord. Et il aimait les femmes, pas pour avoir des relations avec elles, mais si des relations amicales, etc. Oui, c'est ça. Et il était en adoration devant mon épouse. Ouais.
Ce que je peux comprendre honnêtement, hein, mais effectivement, c'est bon. Oui, mais enfin bon. Oui. Ouais. D'ailleurs, ma femme était aimée de tout le monde. Ouais. M'étonne pas. Et puis alors nous, on avait une particularité. Ça va peut-être éclairer les magiciens, parce que souvent les magiciens ils viennent, ils font leur numéro, ils prennent des sous et ils se barrent. Oui. C'est pas bien ça. Nous, on venait, on faisait notre numéro et on restait. On allait au bar. D'accord. Et donc, mon époux, il y avait 3 bars au Rocambole. Oui. Bon, des fois on était au même bar. Et puis, quelquefois, non, elle allait au bar à Livio. Livio, c'était le patron d'un bar, quoi, en somme. D'accord. Et Blondine, mon épouse, allait toujours là. Donc, Paulin venait toujours et il se mettait à côté de mon épouse et il la draguait, il draguait ma femme. Ouais. Mais pas pour coucher avec elle. Voilà. Il la draguait, il aimait ma femme. Et jusqu'au jour où Blondine me dit, mais il me fait peur. J'ai peur. Ouais, même elle sentait que... Oui. Alors, comme elle était polie, conviviale, voilà, donc... Et vous le surveillez quand même, hein. Ah oui. Et tout le monde le regardait un peu... Enfin, il était accepté quand même dans la communauté. Ouais. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. On était loin de se douter. Voilà. Que le soir venu, il se baladait dans les rues pour assassiner des personnes âgées, des fois pour 10 euros. Hein. Ouais. Parce que quand il suivait une femme, c'était dans l'espoir qu'elle ait un magot chez elle ou quelque chose, mais c'est des femmes retraitées, comme magot, des fois elles avaient 10 euros dans le porte-monnaie, et ben, elles mouraient pour 10 euros. Et ils piquaient quand même les 10 euros. Hein. C'était... Parlons d'un tout autre personnage, le Jean-Pierre. On a dit pas mal de choses, que des choses bien, mais carrément dit qu'il avait une auréole. Ça, c'est la dernière fois que je vous ai eu au téléphone, mais pour moi, Jean-Pierre, c'était un bienfaiteur de l'humanité. Beaucoup de gens montent des boîtes pour gagner du fric. Jean-Pierre, il avait monté sa boîte en premier à Paris. C'était une toute petite boîte, ça contenait 40-50 personnes, pas plus. Et il était très original, donc il avait engagé des numéros spéciaux, et puis le transformiste, principalement, ça marchait très fort. Et Jean-Pierre ne vivait que pour apporter du plaisir aux gens. La boîte étant devenue trop petite, il s'est installé à Villecrène, et là c'était une boîte qui pouvait recevoir, je sais pas, presque 1000 personnes dans une soirée. 1000 personnes. Et tout ce qu'il gagnait, parce qu'il y avait énormément d'argent qui rentrait, tout ce qu'il gagnait, il le remettait dans le spectacle. Il faisait une soirée à thème toutes les semaines. Alors une soirée à thème, ça coûte plusieurs millions. Et lui, il mangeait à un bout de table, il sortait pas beaucoup, il ne travaillait que pour monter des soirées à thème. D'accord. Il a tout fait là-dedans, c'était extraordinaire. Vous vous souvenez de quelques thèmes, non? Il y en a qui vous reviennent éventuellement, qui vous ont marqué. Surtout, il pouvait y avoir une soirée égyptienne, une soirée indienne, une soirée d'horreur, une soirée de... je ne sais pas, il y avait toujours un thème différent. Alors toute la décoration de la boîte changeait. Ah oui, c'est ça, oui. Ça coûtait une fortune. Plus les flyers, hein, l'affiche. Oui. Oh, il avait un fichier... énorme. Et il ne vivait que pour ça. C'est un peu le secret de la boîte, non? C'est le secret de la boîte, ça marchait. Tout le monde l'aimait, des clients, ils venaient voir Jean-Pierre, il était incroyable. Il ne pensait qu'à ça, il pensait au bonheur des gens. Il faisait des cadeaux partout. Dès qu'il discutait avec un client, il repartait avec une bouteille de champagne, le client, offrait-lui un verre. C'est fou. Il y a un voisin qui est venu, parce qu'il y avait des villas autour du Rocambole, et ça cartonnait la sono. Hein. Je vais vous dire, les décibels, c'était quelque chose. Alors le voisin, il en avait marre. Hein. Il ne pouvait plus dormir et tout ça. Oh, bah écoutez, ça s'arrangeait, venez, allez, je vous invite. Vous m'invitez à quoi? Vous allez manger au restaurant, vous pouvez venir tous les jours si vous voulez. Non. Si. Et le mec, il venait 2 fois par semaine, et lui, il venait bouffer, il disait plus rien, ça pouvait faire du bruit tant que vous voulez. Et voilà. S'il n'était pas dans ce milieu, on dirait que c'est un saint homme.
Voilà. Vous voyez? Oui. Tellement il était gentil, avenant, c'était fou. Et même dans ce métier, c'était assez rare des mecs comme ça. Hein. Ah bah dans le métier de la discothèque, voilà, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Ouais. Des discothèques, j'en ai fait des centaines. Ouais. Au plus fort de notre travail, le plus qu'on faisait 300 discothèques dans l'année. Donc c'était pratiquement une discothèque par jour. Hein. Il y a 365 jours. On arrivait à en faire 300 dans l'année. Oui, en effet, dans toute la France et tout. Ah par route, vous faisiez ça. Jamais vu une boîte comme le Rocambole, jamais. Ça, c'est important. Hein, parce que ça explique pourquoi ça me motive effectivement de faire quelque chose. C'est pareil. Et alors, là-dedans, il n'y avait plus de vedettes. Il n'y avait pas de vedettes. Tout le monde était au même niveau. On était là pour connaître autre chose, pour s'amuser, pour oublier toutes les vicissitudes de la vie, etc. Ouais. Alors, donc, il y avait plein de gens qui venaient, des acteurs de cinéma, des producteurs de télé, tout ça. Et il y avait aucune vedette. Tout le monde se tutoyait, tout le monde était content, on était tous des clients du Rocambole. Voilà, d'accord. C'est formidable. Et pas gay, il y avait des stars qui étaient pas gays. Ah oui, il y avait tout, c'était mélangé. Oui, c'était mélangé. Les plus jeunes avaient 18 ans et les plus vieux 90. Hein. Oui, voilà. Peut-être pas 90. Enfin bon, voilà, tous les âges, toutes les professions. D'accord. Oui, je pourrais vous citer des gros industriels très connus qui venaient là, puis voilà. Oui, et des artistes, il y en pagaille. Ouais. C'est fou. Ah oui. Moi, quand je faisais un numéro, je travaillais avec, par exemple, j'avais Mourouzi qui venait, je faisais un numéro, enfin, je lui piquais sa bague, je la cassais, ou alors Nicole Croisille. C'est des gens qui sont vivants, on pouvait aller les interroger, ils me diront, oui. Mourouzi, il est mort, hein. Mourouzi, il est mort. Oui, lui, vous ne pouvez pas, mais Nicole Croisille, il est toujours vivant. Oui, tout à fait. C'était vraiment une boîte particulière. Oui. Il y avait un spectacle, on dînait spectacle, et à 3h du matin, il y avait un autre spectacle, où là, il y avait tout le monde, du balayeur jusqu'au PDG de grandes usines, tout le monde était assis, et on regardait le spectacle de 3h du matin. Voilà. C'était un spectacle et personne ne disait, vous allez me donner une interview, ou une dédicace, un autographe et tout. Non, ça n'existait pas. Ouais. On croisait des gens, c'était comme on croise n'importe qui. Donc il y avait beaucoup de vedettes qui venaient et ils oubliaient, parce que c'est dur à porter la notoriété. Enfin, pas la mienne, moi j'ai jamais été connu, publiquement j'ai pas été connu. J'ai fait une trentaine de télé, ou 40 peut-être, mais je n'étais pas connu. Mais les gens qui sont des stars, quoi, ils sont embêtés. Ils n'en peuvent plus. Voilà. Et là, quand ils venaient au Rocambole, allez hop, c'est la fête. Il n'y avait plus de stars, il n'y avait plus. Et je me demande pourquoi on n'ennuyait pas les vedettes. C'est vrai, parce que dans la rue, vous allez bien me donner un autographe et tout. Là, non. Comme s'ils avaient reçu un ordre. Oui, ce qui n'était pas le cas. Mais non, c'était naturel. Voilà. Je crois que les clients du Rocambole étaient des gens exceptionnels. Je suis d'accord. Non, mais je crois. Je plaisante. Je pense ils étaient particuliers, même le public. Et pourtant, le public était nombreux. Parce qu'ils venaient pour oublier, et ils avaient la décence de ne pas opportuner les gens, les gens connus. Ils parlaient, tiens, salut, mais c'est tout. Et tout le monde était comme ça. D'accord. Pour moi, c'est un peu un mystère. Oui, je comprends, C'est curieux. Un public exceptionnel, donc vous pensez quand même, parce qu'il y avait de tout. Au Rocambole, et même les petits jeunes de banlieue où ils s'amusaient, point barre, ils étaient discrets, quoi. Enfin, ils embêtaient pas les stars. Non. D'accord. Et alors, la clientèle devait être spéciale parce que
Les gens ordinaires, si vous les interrogiez dans la rue ou au supermarché, si vous leur parliez du Rocambole, oh là, c'est une boîte mal famée, de gay. Il y avait une mauvaise réputation. Ah oui. Oui, parmi le public dit normal. D'accord. Il y avait une mauvaise réputation. C'était le côté gay ou il y avait d'autres choses? Il y avait le côté gay, le côté drogue, qui n'a jamais existé au Rocambole. Oui, ce que m'avait toujours dit. Les gens, ils fumaient des joints, trucs, voilà. Mais c'était pas connu, il n'y avait pas de trafic, il n'y avait pas de dealers, ça n'existait pas. Peut-être la concurrence. Et puis les gays, je vois pas pourquoi ça dérangeait les gens. Moi, ça m'a jamais dérangé. À l'époque, c'était pas encore. Oui, mais enfin, quand on est un petit peu large d'esprit, non. Ouais. Moi, je trouvais que les transformistes étaient des gens bourrés de talent. Oui. Ah ouais. Moi, j'ai vu des numéros sublimes. Oui, mais c'était pas on fait la fête tout le temps, machin. Ah non, pas tout le temps. D'accord. Quand ils étaient en spectacle, Ils voyaient quelque chose de différent. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce que je veux faire aussi. Je tiens à vous préciser que justement, ce sera différent du mood board où c'est plutôt Las Vegas, etc. Le mood board. Ah oui. Il faut pas croire que c'était ça. C'était pas Las Vegas, c'était pas le Casino de Paris, c'était même pas le Paradis Latin. C'était même pas Michou. Michou, c'est encore à part. Oui. Mais enfin, c'est les mêmes transformismes, mais c'est l'ambiance qui était. Rocambole, c'était une ambiance. Je sais pas, c'était le paradis. Je sais pas. Alors, ça, je retiens ça. C'est pas, c'était pour moi. Quand j'allais dans les autres boîtes, je faisais mon numéro, ça plaisait, les gens applaudissaient, ils étaient contents. Rocambole, c'était autre chose. Vous pourriez encore expliquer ça, parce que ça, je sais que ça a quelque chose d'inexplicable un peu, que c'est plusieurs choses qui font que entre le public, le spectacle, le patron, qui est pour beaucoup dans cette ambiance, cette générosité dont vous parliez tout à l'heure, mais c'est pas facile d'expliquer exactement pourquoi on en est arrivé à cet endroit paradisiaque assez unique, même complètement unique. Vous n'avez pas d'idée de qu'est-ce qui faisait la particularité de cet endroit? Parce que c'est ce qui m'intéresse, que je vais essayer de reproduire, si possible. On était dans une autre dimension. Oui. C'est ça. Très intéressant. Quand on rentrait au Cambodge, on était dans une autre dimension. D'accord. Et vous qui avez bien connu des tas de boîtes, vous avez vu ça nulle part ailleurs, à ce point-là. D'être dans une autre dimension, c'était spécifique au Rocambole. Vous n'avez jamais vu ça ailleurs? Non. D'accord. Il y a eu beaucoup d'imitations, ils ont essayé. Ils ont voulu copier le Rocambole. Mais comme on dit, toujours copier, jamais égaler. Voilà. Il n'y avait rien à faire. Ça appartenait à Jean-Pierre. Exactement, C'est pour ça, Jean-Pierre, j'ai une admiration pour lui. Un respect. D'ailleurs, tout le monde le respectait, Jean-Pierre. Oui, apparemment. On avait l'impression que les gens savaient ce qu'il apportait. Il donnait tout de sa personne. C'est pour ça que je suis pas loin de le comparer à ce qu'on appelle un saint homme, ou une sainte femme. Voilà, je suis prêt, alors qu'il était dans un milieu soi-disant dépravé presque. Oui, la nuit, déjà en soi, ça n'a pas une bonne réputation. Non. Et de bosser là-dedans, effectivement, mais qu'on soit comme ça auréolé, comme vous m'avez dit une fois, c'est original. C'est vrai que. Alors, voilà. Donc il a quand même, pour en revenir à Jean-Pierre aussi, vers la fin, il a lâché un peu l'affaire. C'est-à-dire, il était, à la fin, je pense qu'il était il avait acquis une certaine naïveté. Parce que ce qu'il donnait et ce qu'il voyait, les remerciements qu'il avait, même dans le regard des gens, je pense qu'il est... Oui, il était devenu un peu naïf, et donc il y a des gens qui ont... à la fin, il était fatigué aussi, il y a des gens qui lui ont proposé de l'aider pour la comptabilité, pour tenir les fichiers, enfin, pour travailler avec lui. Et ces gens-là, finalement, ils avaient une idée dans la tête, c'était de s'accaparer de la boîte. Et puis voilà, ils voulaient. Et donc ils ont pratiquement réussi à éliminer Jean-Pierre.
il n'avait plus de pouvoir de décision. D'accord. Ils ont réussi à lui faire signer un contrat. Voilà. Il y en a un qui est devenu directeur, je ne sais pas quoi. Voilà. Et Jean-Pierre, tout doucement. Voilà. Et les autres, c'était pour le fric. Et ils se sont dit à un moment, puisque le Rocambole marche, on va monter un Rocambole à Paris. Voilà. Et c'est de là qu'ils m'ont contacté. Ouais. Bon, bah écoute, Ranky, tu voudrais pas t'occuper de la boîte? Je dis, je peux pas. Le Rock-Élysée, hein, ça s'appelait. Ouais. J'ai dit, non, je suis pas habilité, je suis artiste, c'est tout. Non, mais c'est ça qu'on te demande. Est-ce que tu ne voudrais pas devenir directeur artistique de façon à engager les artistes, à monter les programmes, etc. J'ai dit, bah si, pourquoi? Moi, je suis curieux comme une vieille chatte. Alors, et ça permettait d'embaucher vos amis aussi. Voilà, je suis devenu directeur artistique avec une fiche de paye et tout. Donc vous avez bossé au Rock-Élysée. Il s'appelait le Rock-Élysée. Voilà. Donc il s'imaginait faire un rocambole tel qu'il était à Villecreine. Il s'imaginait le faire en plein Champs-Élysées. Voilà. À côté de chez Régine, la boîte à Régine. Vous me racontiez les rapports avec Régine. Le mur mitoyen. D'un côté, c'était nous, et de l'autre côté, c'était Régine. Voilà, qu'est-ce qu'on a Et ça se passait pas au top. Hein, ah non, c'était pas au top. Nos relations avec Régine, c'était pas terrible. À cause du bruit, c'est ça? Oui. Essentiellement. Parce qu'elle elle avait des clients qu'à partir de 1h du matin, on faisait un boucan, comme c'était pas possible. Parce que ça marchait quand même, hein, et on avait quand même du monde. Ça. Mais c'était pas le Rocambole. Ouais. Voilà. Ouais. Et Jean-Pierre, il bossait pas. Donc ce Jean-Pierre-là. Jean-Pierre n'est jamais venu. Il est venu à l'inauguration de la boîte, du Rock-Élysée. Il est venu à l'inauguration. Il a écouté, il n'a même pas parlé. Et il est reparti à Villecreine. Et on ne l'a plus jamais revu. D'accord. Je pense qu'il avait réalisé qu'il était tombé dans une arnaque. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc est arrivé ce fameux matin que vous racontez sur Internet. Il s'est arrivé, oui, je vais essayer d'aller vite, parce qu'il y a toujours de la batterie. Oui, ça va. Il est arrivé un matin que les patrons du Rocambole, du Rock-Élysée, pardon, nous avaient donné rendez-vous à Villecreine pour faire une réunion de bureau, pour voir, une réunion de bureau, quoi. Et quand je suis arrivé au Rocambole, il devait être 8h du matin, un truc comme ça. Tout était cassé à l'intérieur. Il y avait des aquariums énormes contre les murs. Tous les poissons étaient par terre, morts bien sûr, plein de verre partout. Les chaises retournées, les tables, tout était cassé là-dedans. Et puis, et le patron du Rock-Élysée était allongé par terre, une balle dans la tête. Et il y avait 3 personnes ficelées sur des chaises. Voilà. Ouais, d'accord. Tout était cassé. Et c'est la première fois de ma vie où je suis arrivé en retard à une réunion. Et c'était peut-être pas mal que je sois en retard, parce que j'aurais peut-être soit été ficelé sur une chaise aussi. Je crois pas qu'ils m'auraient tué, parce que j'avais rien à voir là-dedans. Oui, moi, je faisais mes spectacles, point barre. C'était quand même directeur, mais bon. Oui, bien sûr. Bon, ça, effectivement, je ne trempais dans rien. Ouais. Je m'occupais même pas de la gestion, ni rien du tout. D'accord. Moi, je faisais mon boulot d'engager les artistes. Ouais. Vous continuez à faire l'artiste quand même à l'époque? Ah oui, c'est ça. J'avais monté la troupe et je m'étais mis dans la troupe. D'accord. Bah oui, normal. Ouais, bien sûr. Oui, on avait monté un show d'ailleurs. Je pourrais vous montrer des textes qui paraissaient dans. Comment c'est la petite revue qui paraît toutes les semaines, je sais pas. Pariscope. Oui, voilà, un truc comme ça. Ou officiel du spectacle. Oui, ils décrivent le Fantasy Show de Ranky, 1h30 de délire, etc. Ouais. Je jetais toutes les semaines à l'époque, enfin l'officiel du spectacle, et ça se trouve. Oui, là-dedans, bien sûr. Le petit truc là. Oui. D'accord. Voilà. Donc l'incendie a eu lieu combien de temps après en fait? Très peu de temps après. Très peu de temps. Oui. D'accord. Parce que là, ça a achevé pour peu que avant l'incendie, donc l'associé est mort. Oui.
Jean-Pierre continuait le rocambole ou c'était déjà fini? Non, ça s'est terminé là. Hein. D'ailleurs, il y a une fermeture administrative. Ah, d'accord, bah oui. Forcément. Oui. Ouais. Et puis donc, voilà, c'est tout. Jean-Pierre a été relégué dans un chalet à moitié pourri qui était sur le terrain du Rocambole, à Villecrène. Mais il était locataire avec sa maman ouais. Et son chien. D'accord, mais il était locataire ou comment Ah ben non, je sais pas. C'était quand même peut-être à lui les murs, je sais pas. Hein. Ben justement, pour moi c'est pas très clair cette histoire, s'il était dans ce chalet. Moi je ne sais pas tout. Hein, oui. Je ne peux que vous raconter ce dont j'ai été témoin. Voilà. Ouais. C'est tout, le reste je ne sais pas. Ouais. Donc là, sa santé s'est dégradée très très vite. Parce qu'il vivait sans chauffage, il mangeait plus. C'est hallucinant ça. C'était épouventable. Hein. Ouais. Il avait été relégué là-dedans, la boîte étant fermée, et puis pouf, ça a pris feu un jour. Ouais. Hier, j'ai visionné des images que j'ai où on voit tout le Rocambole en ruine. Oui, je ne sais pas si vous connaissez ces images. Oui, j'ai vu ça sur Internet, je les ai. Oui. Et alors avec mon frère, on a regardé d'autres images, il y en a sûrement que vous n'avez pas. Ah, c'est probable. Il faudra que je vous envoie. On le voit complètement cramé, enfin, on voit les poutres, il n'y a etc. plus rien. Oui, voilà. Voilà. Ou la structure. Et Jean-Pierre, ça s'est dégradé, jusqu'à ce qu'il fasse des malaises. Et puis. Mais qu'est-ce qu'il avait exactement? Vous savez peut-être pas. Hein. L'usure aussi. Ouais. Hein. Il était pas vieux. Il avait 40 balais, c'est ça? 40 ans? Oh oui, il avait une quarantaine d'années, oui, pas plus, peut-être 45, je sais pas. Ouais. Ah oui, il était tout jeune. Hein. Ouais. Oui, il était usé. Hein. Les médicaments, l'alcool, ça ne fait pas toujours bon ménage. Et puis le moral, certainement. Et puis le moral, et puis tout ce qu'il a subi, la dépression. Il avait des crises de dépression, des crises d'angoisse terribles. Parce que moi, j'allais le voir dans son chalet. D'accord. Il n'y a que quelques personnes qui lui rendaient visite. Hein. Et moi, j'allais le voir. Hein. Qu'est-ce qu'il vous disait? Il était dans quel état d'esprit? Il me disait François, tout va bien, je touche du bois. Et après, c'était devenu une obsession. Chaque fois qu'il me voyait, je touche du bois. Ah bon? Non, il devenait. Le cerveau foutait le camp. Ah oui. Ça, vous le sentiez, hein, ça allait très mal, il a fini mal, jusqu'à temps que. Il finisse. Il était mourant, moi je l'ai vu. Il était mourant. Il n'a pas eu de petit ami? Hein? Il n'a jamais eu de petit ami, quelqu'un qui aurait pu le soutenir? Pas à ma connaissance. Non, d'accord. Je ne sais pas. Donc avec sa mère, il avait des amis d'ailleurs, tout court, à part vous et 2-3 personnes qui venaient encore le voir vers la fin. Oui, c'est tout, il était dans une solitude mortelle. D'accord. C'était fou. Hein. Ouais. Un mec comme ça, effectivement, qui a fait vibrer toute une partie du tout Paris, qui se retrouve tout seul. Alors, ce qui m'étonne, on a parlé. C'est l'histoire des clowns qui sont neurasthéniques et qui se suicident. Hein? Oui, c'est vrai. Oui. Mais ce qui m'a étonné, on en a parlé récemment, je vous ai demandé pourquoi il n'avait pas essayé de monter un 3e établissement, puisque le premier, c'était pas son truc. C'était son point d'attache, c'était son monde. Je pense qu'il n'envisageait pas d'étendre ça. Oui. Là, il était monter une autre affaire. Dans sa vie. Parce qu'il était quand même le patron d'une des boîtes qui marchait le mieux. Ouais. Il aurait pu peut-être monter une autre affaire. Il n'avait pas le sens de l'argent. Oui, c'est vrai que ça aussi. Il ne vivait pas pour l'argent. Il vivait pour donner du plaisir. D'accord. C'était sa seule motivation. D'accord. Donc après le Rocambole, il n'a jamais imaginé remonter l'équivalent ailleurs non. D'accord. Il y a un Rocambole au monde, c'était là. Ouais. Ça, c'est le genre de truc que je vais retenir aussi à Rocambole au monde, et j'en suis persuadé, en plus. Oui. Et donc, oui. Et puis, un jour, les pompiers sont venus, et il a fini de mourir à l'hôpital intercommunal de Saint-Georges.
Exactement. Et à vous, l'artiste. Ah bah oui, parce que comme oui. multiples c'est encourageant, oui. On peut le dire. Vous êtes impeccable. Et ça filme là? Je pense, moi, à mon avis, on ne voit pas beaucoup, mais on s'en fout. Oui. Ah, puis alors ça filme très mal, regarde la chat. Ah, c'est bon? Non, pas du tout. Bon, ça arrive là, on commence. Chiche. Non, mais n'empêche qu'il faut faire quelque chose. Là, ça sert à rien. Bah si, oui, ça va. C'est ma première interview, je vous ai prévenu. Hein. Oui. C'est n'importe quoi. Oui, non, mais ça va amuser le public. Les trucs sérieux, ça intéresse personne. Exactement, oui. Je suis bien d'accord.